Que dire pour introduire la vidéo d'aujourd'hui? Tout simplement, soyez les bienvenus sur la chaîne Emeo le biochimiste. Spécialement avant de lancer cette vidéo, j'aimerais remercier tous ceux qui me font confiance depuis le début. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, déjà merci de vous abonner à la chaîne Emeo le biochimiste pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sont éditées. Donc, pour le faire, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran et activez la cloche de notification pour que vous soyez alerté lorsque je poste de nouvelles vidéos. Donc sans plus tarder, que verrons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons de notions de stratigraphie et de cycle sédimentaire. Il serait tout à fait normal de se poser la question: qu'est-ce que la stratigraphie et qu'est-ce qu'un cycle sédimentaire? Nous allons dépeindre tout cela tout au long de la vidéo. Dans une première partie, nous allons parler de séries sédimentaires. Nous allons présenter les séries sédimentaires transgressives et régressives. Nous allons présenter la notion de concordance et de discordance entre les séries sédimentaires. Dans une deuxième partie, nous allons parler donc de la stratigraphie. En présentant ce concept, qu'est-ce que c'est? Nous allons parler des deux types de datation, à savoir la datation absolue et la datation relative. Nous allons chuter avec les principes de la stratigraphie qui constituent le nœud de cette vidéo. Et pour sortir, nous allons parler de la paléontologie. Qu'est-ce que c'est? Et ses différents avantages. Nous allons présenter les fossiles, les types de fossiles. Et à chaque fois, nous allons présenter les avantages de chaque type de fossile. Sans plus tarder, rentrons dans la vidéo. Merci pour votre attention. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Parlons des séries sédimentaires et de cycles sédimentaires. Une série sédimentaire est constituée d'un ensemble de dépôts transformés en roches par diagenèse. Donc, on voit une succession de dépôts de couches de terrain. Ça qui forme donc ce qu'on appelle une série sédimentaire. On voit un ensemble de couches de terrain déposées à des moments différents qui forment donc une série sédimentaire. Comme dit dans la vidéo précédente, ce phénomène est assuré par la diagenèse. En fonction du comportement de la mer, on distinguera deux types de séries sédimentaires. On aura les séries sédimentaires dites transgressives. Comment est-ce que cette série se forme? Déjà, la transgression, il faut comprendre que c'est l'avancée lente de la mer sur le continent. Lorsque nous observons une série transgressive, nous allons constater l'ordre des dépôts. On aura les galets qui vont se déposer en premier, c'est-à-dire les gros blocs. On aura les sables et enfin les vases. Vous pouvez déjà l'observer sur ce schéma. Et lorsque nous allons parler de séries régressives, déjà la régression, c'est le retrait de la mer sur le continent. Pendant ce phénomène, ça sera plutôt l'inverse. Donc une série transgressive sera l'inverse d'une série régressive. L'ordre des dépôts sera le suivant. Nous aurons les vases, les sables et les galets. Donc, on comprend bien ça. En fonction du comportement de la mer, on va distinguer une série transgressive et une série régressive. Comme vous pouvez bien l'observer sur ce schéma, on voit l'ordre de dépôt qui est inverse, que nous soyons en série transgressive ou en série régressive. Que pouvons-nous dire du cycle sédimentaire? Un cycle sédimentaire est un ensemble de phénomènes sédimentaires compris entre le début d'une transgression et la fin de la régression suivante. Donc, c'est l'ensemble de tous les phénomènes qui sont calés entre une transgression et la fin de la régression. Pour mieux comprendre la prochaine partie, parlons directement de la notion de séries discordantes et de séries concordantes. Comme vous l'observez sur ce schéma, sur la première série sédimentaire, nous observons bien les séries, les couches A, B, C, D sont concordantes. Donc, lorsque les formations rocheuses sont déposées régulièrement les unes sur les autres, sans qu'il manque de tâches, il s'agit d'une structure concordante. On observe ici les couches se déposent de façon horizontale et régulière. Mais néanmoins,
il peut arriver qu'il y ait une certaine absence. On parlera de lacune sédimentaire. Et ce phénomène survient généralement après une érosion. Ce qui sera totalement le contraire lorsqu'on va parler d'une série discordante. Lorsque nous observons le second schéma, c'est-à-dire sur cette image, nous voyons ici la discordance intervient lorsqu'on a l'alternance des couches horizontales et des couches plissées. Donc dès lors que vous allez voir des couches qui sont horizontales avec des couches qui sont plissées, la série est dite discordante. Et généralement, cela survient après des plissements, des bouleversements de terrain, des soulèvements. Et tous ces phénomènes vont donc faire naître une série sédimentaire discordante. Entrons dans la deuxième partie de cette vidéo. Nous parlerons de la stratigraphie et de ses principes. Généralement, pour mieux comprendre une notion, il faut déjà comprendre ce que c'est. La stratigraphie est la science qui étudie la disposition des couches de terrain. Voilà une définition tout à fait simple. Donc, ça étudie la disposition des couches de terrain en strates. Et au cours de notre étude, nous allons parler de deux types de datation. Nous aurons la datation absolue et la datation relative. Qu'est-ce que la datation absolue? La datation absolue, comme son nom l'indique, permet de donner l'âge exact d'une roche. Elle permet de dire, par exemple, cette roche s'est formée il y a 500 000 ans, il y a 1 million d'années, et ainsi de suite. Pour cela, quelle est la méthode utilisée par les scientifiques? Les scientifiques vont utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui la radiochronologie, généralement basée sur les éléments radioactifs tels que le carbone 14. Comme l'observez sur ce schéma, avec la datation au carbone 14, on peut déterminer l'âge exact d'une roche, l'âge exact d'un fossile. Cela va nous permettre donc de parler de datation absolue. En dehors de la datation absolue, nous avons donc la datation relative. Dans le mot relatif, on comprend donc que cette datation nous permet de donner l'ordre de dépôt des couches de terrain. La datation relative permettra de dire cette couche de terrain s'est déposée avant telle couche et avant telle couche, ou cet événement a eu lieu avant tel ou tel événement. Mais ça ne nous permettra pas de donner l'âge exact. Voilà la différence fondamentale entre une datation absolue et la datation relative. Avant de continuer cette vidéo, il est important de comprendre que tous les principes de la stratigraphie sont basés sur la datation relative. Donc les principes que nous allons énoncer devant seront basés sur la datation relative. Et nous allons parler de 5 principes. Sans plus tarder, prenons le tout premier principe, c'est-à-dire la base, même la fondation de la stratigraphie. Il s'agit du principe de superposition. À chaque principe, nous allons énoncer le principe et appliquer le principe. Si possible, donner les limites de chaque principe. Parlons du principe de superposition. Que stipule ce principe? Tout simplement, une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre. Voilà la substance même, l'essentiel de ce principe. Donc, une couche de terrain est plus récente que celle qu'elle recouvre. Quand vous l'observez sur ce schéma, vous allez vous rendre compte que la couche B recouvre la couche C et la couche A recouvre la couche B. Donc, si on veut classer les événements géologiques, la couche C s'est déposée en premier, ensuite vient la couche B et ainsi la couche A s'est déposée en dernière position. Quelle est la limite de ce principe? Si dans un exercice, par exemple, on vous dit qu'il y a eu bouleversement des terrains sur une coupe géologique, l'exercice va vous préciser les couches de terrain qui ont été bouleversées ou qui ont été renversées. Et ce principe ne sera pas valable en ce moment. Il ne faudra pas appliquer ce principe s'il y a eu bouleversement de terrain dans une région. Par exemple, certaines couches qui se sont déposées en premier vont se retrouver au-dessus à cause du bouleversement de terrain, par exemple lors d'un séisme. Donc voilà la limite de ce principe. Prenons le second principe. Parlons du principe de continuité. Que stipule ce principe? Ce principe est tout simple. Il dit ceci. Une couche sédimentaire limitée par un plancher et un toit
défini par un faciès donné, est de même âge en tous ses points. Qu'est-ce que cela signifie en français facile? Comme vous l'observez sur cette coupe géologique, on remarque que certaines couches de terrain ont été lessivées, c'est-à-dire emportées par le phénomène d'érosion. Mais cela ne change pas l'âge de ces couches de terrain-là sur toute leur étendue. Par exemple, si on regarde la couche B et la couche A, ces deux couches ont été lessivées par le phénomène d'érosion. Mais l'âge de la couche A du côté nord est égal à l'âge de la couche A du côté sud. Il en va de même pour la couche B et la couche C qui ont été également affectées par l'érosion. Et il a noté que le faciès, c'est l'ensemble des caractéristiques d'une roche, que ce soit sa nature, les fossiles qu'elle contient. Donc c'est cela que signifie faciès. Donc si on retrouve les mêmes fossiles du côté nord dans la couche A et qu'on retrouve les mêmes fossiles du côté sud, cela signifie que cette couche de terrain a le même âge sur toute son étendue. Emboîtons directement le pas par le principe d'identité paléontologique. Déjà, la paléontologie étudie les fossiles. Nous allons voir ça dans la troisième partie de la vidéo. Que stipule ce principe? Deux couches de terrain ou séries de couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge. Donc, si on retrouve les mêmes fossiles dans des couches de terrain ou des séries sédimentaires, ces couches de terrain-là ont le même âge. Le prochain principe est le principe de l'actualisme ou de l'uniformitarisme. Dans le mot actualisme, on comprend le mot actualité. Que stipule ce principe? Les phénomènes géologiques passés obéissent aux mêmes lois physico-chimiques que les phénomènes actuels. Comment comprendre ce principe? Tout simplement, on nous dit ici par exemple, on admet que le mode de vie et des exigences des organismes fossiles étaient les mêmes que ceux des organismes actuels. Pour vivre aujourd'hui, nous avons besoin de certaines conditions de vie. Il y a des êtres vivants qui veulent du dioxygène, il y a ceux qui n'en veulent pas. Donc cela signifie que les conditions de vie, les exigences des fossiles sont les mêmes exigences que les êtres vivants aimeraient avoir à notre époque. C'est ça le principe d'actualisme ou d'uniformitarisme. Sortons de cette partie en parlant du principe de recoupement. C'est un principe stratégique qui sera toujours utilisé lorsque vous aurez à faire des exercices. Que dit ce principe? Toute structure qui en recoupe une autre, recouper veut dire affecter. Toute structure qui en affecte une autre est postérieure à cette dernière. Postérieure veut dire plus récente. Donc, si un événement géologique en affecte un autre, ce dernier est plus récent. Ce dernier est plus récent en termes d'âge. Et parlant donc de ce type d'événement, comme vous l'observez ici, on peut avoir des intrusions granitiques, généralement appelées filons. On peut avoir les plissements, on peut avoir les failles. Donc si une faille affecte une couche de terrain, cette faille s'est formée après, parce qu'il a fallu que cette couche de terrain se dépose pour que la faille se produise. Même chose pour les plissements, même chose pour le pluton granitique. Nous sommes arrivés dans la troisième partie de cette vidéo. Nous allons donc parler de la paléontologie et de ses avantages. Sans plus tarder, la paléontologie est la science qui est chargée d'étudier les fossiles. Et qu'est-ce qu'un fossile? Un fossile est un reste ou des empreintes d'êtres vivants conservées dans les couches de terrain anciens. Comme exemple de fossiles, nous pouvons parler des restes d'organismes tels que les coquilles, des squelettes, des dents. Et comme fossiles, on peut encore parler des traces d'activité telles que des pistes, des empreintes, par exemple des pas de dinosaures qui ont été découverts. Et nous pouvons également citer des traces de matière telles que des déjections ou des fécès et des œufs qui ont été retrouvés. Naturellement, on pourrait se poser la question, à quoi vont nous servir les fossiles? Déjà, il est à noter qu'on distingue deux catégories de fossiles. Nous avons les fossiles stratigraphiques et les fossiles de faciès. Quelles sont les caractéristiques de chaque type de fossile? Déjà, il faut comprendre que les fossiles stratigraphiques permettent de dater les roches qui les renferment. Un fossile stratigraphique est donc un indicateur chronologique car il va indiquer l'époque à laquelle ces sédiments se sont formés.
Et quelles sont les caractéristiques d'un fossile stratigraphique? Un fossile stratigraphique doit avoir une courte durée de vie, une grande répartition géographique et une évolution rapide. Et ici, les fossiles stratigraphiques nous permettent déjà de marquer les aires géologiques. Comme par exemple, vous allez voir apparaître les différentes photos. Nous avons les trilobites qui nous permettent de caractériser l'ère primaire. Nous avons les ammonites qui nous permettent de caractériser l'ère secondaire. Nous avons les nummulites et les gastéropodes qui nous permettront de caractériser l'ère tertiaire. Et pour ce qui concerne l'ère quaternaire, c'est-à-dire notre ère, nous avons les mammifères et les rongeurs. Comme deuxième catégorie de fossiles, nous parlerons des fossiles de faciès. Que nous renseignent les fossiles de faciès? Les fossiles de faciès nous fournissent des informations sur les conditions du milieu existant lors de la formation des roches qui les contiennent. Donc ces fossiles sont différents des fossiles stratigraphiques qui vont nous donner la chronologie. Les fossiles de faciès nous donnent les conditions de vie du milieu. Et quand nous parlons de fossiles de faciès, il faut comprendre les caractéristiques. Un fossile de faciès doit avoir déjà une longue durée de vie, une faible répartition géographique. C'est cela qui nous permettra de caractériser le milieu. Par exemple, quand on voit les mammouths, on pense à une zone polaire, puisque ceux-ci vivaient dans les zones polaires. Et un fossile de faciès doit avoir une évolution lente. Comme je le disais tantôt, les mammouths indiquent une région polaire. Si nous rencontrons des coraux, les coraux indiquent une mer peu profonde et des eaux chaudes très agitées. Et si nous voyons par exemple des crocodiles, les crocodiles vont indiquer une zone marécageuse. Donc on comprend donc la différence entre un fossile stratigraphique et un fossile de faciès. Avant de sortir de cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur la notion de fossile vivant ou bien forme relique. Ça vient souvent en exercice. Un fossile vivant est une espèce appartenant à un groupe jadis fluorescent, mais qui ne présente aujourd'hui qu'une ou quelques espèces. Donc ce sont des espèces qui avant étaient abondantes, mais qui se retrouvent en petite quantité aujourd'hui. Comme exemple, nous avons le notule. Vous allez voir apparaître la photo du notule et celle du sélacanthe. Le sélacanthe est le seul survivant d'un groupe de poissons apparu au primaire. Vous voyez que il a apparu au primaire et il reste jusqu'à aujourd'hui à l'ère quaternaire. Raison pour laquelle on les appelle des fossiles vivants. Pour sortir de cette vidéo, déjà merci pour votre aimable attention. Je suis très fier et j'aimerais que vous continuiez à me faire confiance. Et ainsi, pour ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous à la chaîne Emeo le biochimiste pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, activez la cloche de notification. Et que verrons-nous dans la prochaine vidéo? Nous allons appliquer tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. C'est-à-dire, nous allons reconstituer l'histoire géologique d'une région. Et comme vous allez le voir, je vais laisser ici des exercices que nous ferons la prochaine fois. Vous allez voir des coupes géologiques. Vous pouvez déjà vous entraîner et laisser vos réponses en commentaire. Pour ceux qui sont un peu curieux, vous laissez vos réponses en commentaire. Et la prochaine fois, nous allons y répondre. Sur ce, merci pour votre aimable attention. On se capte pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, bonne préparation de vos examens, car c'est l'objectif visé. À la prochaine.